Toutes et bonne formation. Je reprendrai la parole de temps en temps pour poser des questions à Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Jérémy Tubiana. Je suis responsable de la vente ETF auprès des distributeurs français. Donc, ça veut dire que mes clients, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine, les banques en ligne, les courtiers en ligne, donc notamment Bourse Direct. Et donc, on travaille avec tous ces acteurs pour essayer de promouvoir les ETF au sein de vos enveloppes d'épargne. Et donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur les ETF dans le PEA. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. N'hésitez pas, évidemment, comme l'a dit Christian, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc, pour commencer cette formation, petit mot très rapide sur Lyxor. Donc, Lyxor, c'est une société de gestion, c'est-à-dire qu'on gère des fonds pour des investisseurs institutionnels ou des investisseurs particuliers via des intermédiaires financiers. On gère à peu près 190 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui, dont la moitié sur la partie ETF. ETF qu'on qualifie aussi de gestion passive, on le verra tout à l'heure. Et en face, on fait également de la gestion active. Donc, on est une société avec un gros ancrage européen et une très forte présence en France. Sur la partie ETF, on gère près de 100 milliards à date, au 31 décembre 2020. Donc, on a beaucoup grossi depuis. On a à peu près 300 ETF dans notre gamme. On a une très large gamme d'ETF éligibles au PEA et on va voir leur intérêt. On a énormément également d'ETF référencés dans les contrats d'assurance vie, notamment le contrat Bourse Direct. Et on a une équipe complètement dédiée à la clientèle des particuliers avec une hotline et une mailing list. Donc, n'hésitez pas à nous poser de vos questions en direct si besoin. Alors, on rentre un peu dans le détail on va aller ouvrir la carcasse progressivement. Donc, globalement, un ETF, c'est un OPCVM. Donc, on confond souvent ETF et certificats, ETF et produits dérivés. Pas du tout. Un ETF, c'est un OPCVM, c'est un fonds. Donc, un OPCVM, c'est organisme de placement collectif en valeur mobilière. Ça veut dire ETF, Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds coté en bourse. D'accord? Donc, c'est un fonds qu'on va pouvoir acheter et vendre comme une action. Donc, dans un PEA, c'est assez intéressant, puisqu'on va pouvoir acheter un ETF à 10 heures, par exemple, et le revendre à 10h03 si je le souhaite. C'est complètement liquide par rapport justement aux fonds plus traditionnels qu'on appelle fonds actifs, qui n'ont pas justement cette liquidité. Les ETF, ce sont des fonds agréés par l'AMF qui répondent à la réglementation européenne de UCITS, c'est une réglementation européenne, et c'est pour ça que ça en fait des produits d'épargne d'investissement qu'on va retrouver dans les assurances-vie, les PEA, les comptes titres, etc. C'est apparu dans les années 90 aux États-Unis, donc on en parle de plus en plus en France aujourd'hui, alors qu'en réalité, c'est des produits qui sont totalement démocratisés dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. C'est notamment expliqué par le fait, mais on y arrive en France, que les Américains, par exemple, s'occupent depuis toujours de leur retraite, puisque le système de retraite n'est pas du tout le même, il n'y a pas de fonds euros là-bas, donc ils doivent s'occuper de leur retraite, donc ils considèrent l'investissement boursier, mais on s'aperçoit que en France, c'est de plus en plus le cas. Lyxor, ça a été le premier émetteur européen à lancer un ETF sur le fameux ETF CAC 40. Et donc, ce qui fait de nous un leader en France et un gros acteur en Europe. Alors, pourquoi les ETF se développent aujourd'hui de plus en plus? Pourquoi on en entend de plus en plus parler? Il y a déjà un premier sujet, c'est l'environnement réglementaire qui touche en fait toutes les institutions financières, où on parle notamment de transparence des frais. On le verra tout à l'heure, les ETF ont des frais de gestion très faibles. Du coup, dans un contexte de transparence des frais, les ETF ont un intérêt vraiment particulier, puisque les investisseurs, au même titre que quand ils vont ouvrir un compte bancaire, ils vont faire attention au coût de leur carte bleue. Quand ils vont faire un prêt immobilier, ils vont faire attention à leur prêt, à leur à leur taux, pardon. Pareil sur les assurances habitation, etc. De plus en plus, les investisseurs particuliers ont accès à l'information des coûts globaux qu'ils vont payer lors de leurs investissements financiers. Et donc, finalement, les ETF sont un sujet qui font que, du fait de leurs faibles frais, ça suscite de l'intérêt de la part des distributeurs et des investisseurs particuliers. Deuxième point, c'est un sujet que vous voyez de manière quotidienne, la baisse des rendements.
déjà des livrets d'épargne, le livret A, le LDD, etc. C'est des livrets qui sont certes sécurisés, mais qui, compte tenu de leur niveau actuel, finalement peuvent vous faire perdre de l'argent à cause de l'inflation. Et donc, les investisseurs particuliers comprennent qu'il y a peut-être d'autres façons d'épargner, d'autres façons de préparer ses projets, d'autres façons de préparer sa retraite. Et donc, c'est de considérer l'investissement boursier. Alors évidemment, il y a un risque de perte en capital, mais on va le voir, ce risque, on peut le maîtriser, on peut le gérer. Et donc, vous êtes à la recherche de solutions plus simples, plus accessibles pour bien comprendre vos choix d'investissement. Pour, in fine, faire de la performance. Alors, en face de la performance, plus on va chercher de la performance, plus potentiellement il va y avoir un risque en face. Mais en tous les cas, vous allez chercher des supports qui vont vous permettre de faire de la performance lisible, que vous allez comprendre là aussi, et notamment par la diversification. Parce qu'on voit souvent le sujet, moi je me balade souvent dans les blogs, et je vois souvent des commentaires d'investisseurs qui disent « Ah bah j'ai investi sur telle valeur, elle s'est complètement cassée la figure ». Peut-être parce qu'il y avait un manque de diversification et on verra justement l'intérêt des ETF par rapport à ça. Et on le voit ici, sur ce slide-là, la collecte qu'il y a eu cette année, donc c'est la collecte nette qu'il y a eu sur le marché des ETF en Europe. Alors il y a quelques anglicismes, j'en suis désolé, mais je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Mais le plus important, c'est le slide de gauche. Vous voyez que cette année, c'est la meilleure année de la collecte en Europe des ETF. Alors, on est toujours en croissance, mais cette année, il s'est vraiment passé quelque chose d'encore plus particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que le type d'investisseurs s'élargit de plus en plus. Historiquement, c'était les investisseurs institutionnels qui les utilisaient. Et aujourd'hui, que ce soit via des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine ou des acteurs en ligne, en fait, les ETF sont de plus en plus utilisés par justement les investisseurs particuliers en Europe, notamment en France et notamment dans le PEA. Sur la partie de droite, alors, la première ligne que vous voyez, c'est en milliards. Cette année, l'industrie ETF a collecté 140 milliards d'euros. Et la première ligne, EQYDM Europe, ça veut dire Equity Developed Market Europe. Donc, c'est les marchés actions développés qui ont collecté 9 milliards 4. Vous voyez le détail. Ce qui a surtout collecté cette année, c'est par exemple les actions américaines. Donc, c'est la deuxième ligne, par exemple. Et la partie en vert, c'est la partie des obligations. Donc, en tous les cas, il y a une énorme croissance du marché des ETF en Europe qui est expliquée par l'intérêt de plus en plus important de la part des investisseurs particuliers. Maintenant, on va essayer de comprendre la différence entre gestion passive et gestion active. On explique souvent la différence entre un certificat ou un warrant et un ETF, mais on n'explique pas souvent la différence entre la gestion active et la gestion passive. Et comme on l'a vu, en réalité, il faut comparer d'abord les deux puisqu'un ETF est un fonds. Alors, un ETF, c'est de la gestion passive, Exchange Traded Fund. Pourquoi passive? Parce que le gérant, il y a bien un gérant derrière un ETF, ce ne sont pas des robots qui gèrent les ETF. Le gérant, il a un objectif, c'est de s'exposer aux valeurs de l'indice qu'il va répliquer. Et donc de suivre, in fine, la performance de l'indice, dividende réinvesti. On le verra aussi, cette notion de dividende réinvesti, elle est clé. Dividende réinvesti, pour son investissement. Donc, si par exemple l'indice CAC 40, dividende réinvesti augmente de 2%, l'ETF fera plus 2. Si à l'inverse, l'indice baisse de 2%, l'ETF baissera de 2 moins les frais de gestion. Et d'ailleurs, les frais de gestion d'un ETF sont très faibles. On parlait tout à l'heure de transparence des frais. Un ETF a des frais de gestion en moyenne de 0,40% par an. Point important, je le mets en haut, tous les ETF sont des trackers, ce qu'on appelle aussi ETF tracker, mais tous les trackers ne sont pas des ETF. C'est une petite phrase que j'aime bien à dire. Et en fait, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un ETF, c'est un tracker parce qu'il traque un indice, il le suit, mais vous avez des trackers qui suivent non pas des indices, mais une matière première, par exemple le pétrole, ou qui suivent un cours de change, ou alors qui suivent le cours de l'or. En fait, ces produits-là existent, mais c'est justement souvent des certificats. Et encore une fois, la différence, c'est qu'un certificat est un produit de bourse émis par une banque d'investissement, quand un ETF est un fonds géré par une société de gestion et régi par la réglementation AMF, ce qui veut dire UCITS, ce qui veut dire par exemple que si l'Ixor disparaît demain, fait défaut, vos actifs, l'ETF est un fonds qui investit à son actif sur des actions ou des obligations dans le cas d'ETF obligataire,
bah, vous serez toujours propriétaire des actifs. Alors que si la banque qui émet un certificat fait défaut, bah, votre produit il vaut zéro. En face, donc, on a de la gestion active. La gestion active, on a toujours un gérant, sauf que le gérant, lui, son objectif, c'est de faire mieux qu'un indice. D'accord? Donc, nous, un ETF, on fera jamais mieux, mais on fera jamais moins bien. Le gérant, lui, il fera peut-être mieux, mais il fera aussi peut-être moins bien. C'est ce que vous voyez sur la partie de droite. Et donc, son travail, c'est de sélectionner des titres. Donc, au lieu d'acheter toutes les valeurs du CAC 40, bah, il va chercher à mettre peut-être un peu plus de Vinci par rapport à du Danone, mettre un peu plus de LVMH par rapport à du Total, etc., etc. Donc, il y a une vraie différence. Ensuite, la différence, ce sont les frais de gestion. Vous le voyez, en moyenne, les frais de gestion d'un fonds actif sont de l'ordre de 2%, comparé aux 0,40 que l'on a vu tout à l'heure. Ce qui veut dire concrètement que toute chose égale par ailleurs, sur la thématique Action France, l'ETF démarre l'année avec à peu près 1,60 de frais de moins par an qu'un gérant actif. Alors je précise, ça ne veut pas dire que c'est mieux d'investir sur un gérant passif via un ETF, hein. Tout dépend en réalité de la performance du gérant. Si le gérant arrive à générer de la performance et à rattraper ses fameux frais de gestion, bah peut-être qu'un gérant actif peut être pertinent. Mais c'est pour ça qu'il est important de bien vérifier les performances et il est pertinent de ne pas opposer les deux. En tous les cas, vous l'avez compris, un ETF est un fonds qui a des faibles frais de gestion par rapport à la gestion active et qui a un objectif de gestion de répliquer un indice de référence. Évidemment, les ETF comportent des risques. Alors, on met souvent ce slide au début pour rappeler qu'un ETF, ce n'est pas un produit miracle. Il y a plusieurs risques, mais qui sont finalement des risques liés à l'investissement financier, donc le risque de perte en capital, le risque de réplication, le risque de sous-jacent, le risque de concentration, etc., le risque de liquidité. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont propres à l'investissement financier de manière générale, mais il est important de le rappeler. Maintenant, on va essayer de comprendre comment utiliser les ETF dans son épargne. Et là, on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Les 3 règles d'or pour bien gérer son épargne, elles ne sont pas compliquées. Vous êtes de plus en plus à commencer à investir en bourse. On l'a vu, pourquoi? Parce que vous cherchez de nouvelles solutions pour épargner, préparer vos projets, préparer votre retraite. D'une part, la diversification, elle est clé. Souvent, on achète des actions, 1, 2, 3. On est souvent ravi quand les valeurs augmentent, mais on est souvent très déçu quand elles baissent. La particularité d'un ETF, c'est que en une transaction, j'ai accès à un panier de valeurs, donc à une diversification. Donc en achetant un ETF CAC 40, j'ai accès aux 40 valeurs d'un coup du CAC 40. En achetant un ETF MSCI World, j'ai accès en une transaction aux 1600 actions de l'indice MSCI World, etc., etc. Donc la diversification fait sens, notamment pour gérer son risque. Là encore, ça ne veut pas dire que l'investissement en actions est inutile. Il peut être pertinent, mais il faut bien choisir ses valeurs. Ensuite, l'investissement régulier. Bah là, c'est un sujet. On se pose souvent la question de savoir quand est-ce qu'il faut investir, quand est-ce qu'il faut vendre. Alors déjà, l'investissement financier ne doit pas être considéré, en tout cas, il peut l'être, mais nous, on est dans une phase d'épargne, on n'est pas dans une phase de trading. L'investissement doit être considéré sur du long terme. Donc c'est le dernier point et je reviendrai sur l'investissement régulier. Donc, considérer son investissement en bourse sur le long terme. C'est un point très important, car plus l'horizon d'investissement est long, plus j'arrive à réduire mon risque. Le dernier point, c'est l'investissement régulier, c'est ce que vous voyez au milieu. Et là, c'est clé. En fait, on se demande justement quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre. Personne n'a de boule de cristal. Ni vous, a priori, ni moi. Peut-être Christian, tu as peut-être une boule de cristal de ton côté, pas sûr. Mais en tous les cas, un des meilleurs moyens de se prémunir de ce risque de rentrer ou de sortir au mauvais moment, c'est d'investir régulièrement, de manière simple et disciplinée. En plus, l'investissement régulier, on va le voir comment on va l'adapter à un PEA, bah en fait, on peut le faire avec des faibles sommes d'argent. Parce que quand on investit d'un coup, on se dit, bah tiens, je vais mettre tout l'argent que j'avais mis de côté pour investir en bourse, je vais l'investir d'un coup. Le risque, c'est que si ça baisse, bah, ça peut être compliqué, vous n'allez pas pouvoir, comme on le dit, remettre au pot. Là, en investissement progressivement, vous pouvez y aller à votre rythme, avec des sommes assez faibles, hein, à partir de, bah, en fonction de la valeur d'un ETF, mais un ETF, ça peut valoir entre 10 et 20 euros en fonction de l'ETF, et le faire tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, en tout cas de manière régulière. Et là aussi, ça vous permet de
lisser le risque dans le temps et de rentrer progressivement et de surtout ne pas avoir à gérer si le marché va monter ou si le marché va baisser. Votre objectif, c'est un investissement long terme. Long terme, ça veut dire 5, 8 ans. En fait, justement, les enveloppes d'épargne sont parfaitement faites puisque l'avantage fiscal est pertinent à partir de 5 ans. Donc, à partir de 5 ans, on peut parler d'un investissement long terme. Et donc, voilà, mon investissement est long terme et je vais le faire régulièrement. Et donc, ça, c'est un point clé et primordial. Maintenant, comment on va faire un investissement régulier chez Bourse Direct? C'est très simple. On a défini quatre étapes. Déjà, la première étape, elle semble peut-être évidente, c'est définir le montant que je peux investir en bourse. Pas que je dois investir, que je peux investir. Évidemment, on ne va pas investir en bourse l'argent qui nous sert pour vivre. On va investir en bourse. Alors, on a besoin d'argent dans les livrets pour l'épargne sécurisée à court terme, mais on peut, si on a assez d'argent, considérer un montant, ça peut être encore une fois 20 euros, 10 euros, même 50 euros, que je vais pouvoir allouer à un investissement progressif. D'accord? La deuxième étape, ça va être de choisir un ou plusieurs ETF sur lesquels je veux investir. Donc, par exemple, si la valeur de mon ETF vaut 20 euros, bah, effectivement, je vais devoir définir ce montant d'investissement de 20 euros que je vais pouvoir allouer pour investir sur cet ETF. Si j'ai choisi deux ETF, un qui fait 20, un qui fait 30, bah, du coup, je comprends qu'il va falloir que j'alloue au moins 50 euros pour l'investir sur ces ETF. Donc, j'ai défini le montant que je peux investir, j'ai défini les ETF sur lesquels je souhaite investir, et ensuite, pour passer à l'étape du versement programmé, vous le savez, hein, il n'y a pas un branchement direct qui est fait entre votre banque et le compte Bourse Direct, hein, il n'y a pas de lien entre les deux, mais vous pouvez mettre en place justement quand même ce système. Comment? Ben, en mettant en place des versements à partir de votre compte bancaire vers votre compte Bourse Direct, des versements automatiques, comme vous le faites pour payer votre loyer, votre crédit, etc. Donc, votre compte Bourse Direct. Donc, si vous avez défini un compte à un montant de 50 euros, bah, vous mettez en place un investissement mensuel de votre compte bancaire vers votre compte Bourse Direct en précisant bien la mention PEA de 50 euros. Et donc là, automatiquement, tous les mois, à une date que vous allez définir, l'argent va aller sous quelques jours vers votre compte espèce Bourse Direct PEA. Ensuite, vous allez, une fois que vous allez avoir l'argent sur votre compte, donc ces fameux 50 euros, mais encore une fois, ça peut être 20, ça peut être 100, ça peut être 300, ça peut être 500, vous allez investir, passer l'ordre de votre compte cash vers l'ETF que vous allez choisir. Et donc ça, tous les mois. Donc, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, ça va vous prendre 1 à 2 minutes par mois. Mais une fois que vous allez définir le montant que vous souhaitez investir, choisir les ETF sur lesquels vous souhaitez investir, vous allez simplement programmer en une seule fois les versements que vous souhaitez faire de votre compte bancaire personnel vers le compte Bourse Direct. Et une fois que l'argent est sur votre compte, passez l'ordre tout simplement sur le ou les ETF que vous souhaitez utiliser et avoir dans votre allocation. Et donc, c'est tout simple. L'investissement progressif dans un PEA est faisable et ça prend pas plus de 2 minutes par mois. Première étape, encore une fois, un peu opérationnelle, c'est de créer ce virement de votre compte vers le compte Bourse Direct. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous connecter une fois par mois sur votre compte Bourse Direct pour effectuer l'achat de votre ETF, tout simplement. Évidemment, je le précise en bas, comme tous les virements permanents que vous mettez en place de votre banque vers votre loyer, vers votre crédit ou autre, ou votre livret A par exemple, hein, vous pouvez décider de l'arrêter. Donc, si vous avez décidé d'investir 50 euros, eh bien, et qu'à un moment vous ne pouvez plus le faire, vous pouvez le stopper. Si finalement vous voulez passer de 50 à 100 ou de 50 à 25, vous pouvez le faire aussi. Il suffit d'aller sur votre compte bancaire pour le modifier. Et ensuite de ça, il est important d'avoir en tête que si vous souhaitez virer 50 euros par mois, mais que la valeur de votre ETF elle est de 60 euros, bah, effectivement, vous ne pourrez pas acheter l'ETF puisque vous devez acheter au moins une part d'ETF sur chacun des ETF que vous allez avoir disponible. Donc, c'est pour ça qu'il faut parfois peut-être aussi vérifier la valeur de l'ETF. Si elle grossit trop, bah, il faudra peut-être ajuster votre montant là également.
Donc j'espère que c'est clair, je ne vois pas de questions sur ce sujet. Donc vous voyez que c'est très simple et c'est complètement réalisable. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi utiliser les ETF comme support de diversification à l'international. Alors, vous le savez sans doute, dans un PEA, et on va le voir là, le champ des possibles, dans un PEA, vous avez en théorie accès qu'aux sociétés de la zone euro. Je dis en théorie parce que on peut gérer avec les ETF la possibilité de s'exposer en partie ou intégralement sur des zones à l'extérieur de la zone euro. C'est un point très important et vous voyez ici les performances. Alors, performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un historique que l'on a constaté. Ça ne veut pas dire que dans les 10 prochaines années, on va constater la même chose. Donc, vous voyez par exemple que sur le S&P 500, sur 10 ans, ça a fait 400% de performance. Sur le CAC 40, en moyenne, l'indice CAC 40 dividende réinvesti, hein, j'insiste à chaque fois sur ce point-là, a fait 191% de performance. Donc l'indice S&P 500 a fait 3 fois plus. C'est quand même dommage de s'en priver dans le PEA. Eh bien, grâce aux ETF, on va pouvoir accéder à toutes ces zones géographiques. Donc, à diversifier à l'international son exposition au PEA. Donc, c'est un point majeur. D'une part, en une transaction, je vais être diversifié puisque je vais avoir accès en euros, hein, j'insiste, à toutes les valeurs de l'indice. Et en plus de ça, je vais pouvoir me diversifier à l'international pour soit profiter de la croissance d'autres marchés ou en tout cas pour diversifier mon risque du marché de la zone euro. Donc bien comprendre que les ETF peuvent être utilisés comme support de diversification à l'international. Ensuite, les ETF peuvent être utilisés en complément des fonds actifs. Alors pourquoi on dit en complément? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a certains marchés sur lesquels les gérants actifs arrivent à créer de la valeur à courte, moyenne et longue période. Et à l'inverse, il y a des marchés sur lesquels les gérants ont du mal à créer de la valeur. Quand je dis créer de la valeur, ça veut dire battre leur indice de référence. Donc, pour expliquer la première ligne, petite capitalisation américaine, YTD, ça veut dire year to date, ça veut dire depuis le début de l'année. Bah, cette ligne veut dire que depuis le début de l'année, euh, il y a 28% des gérants small cap américaines, donc petite capitalisation américaine, qui ont réussi à battre le benchmark, donc l'indice MSCI USA Small Cap. En 2020, ils ont été 62% à réussir à le battre, ce qui est un chiffre remarquable. À l'inverse, par exemple, sur l'indice américain, le MSCI USA, ce que vous voyez en rose en bas, il y a eu 52% depuis le début de l'année de gérants actifs qui ont réussi à battre les actions américaines. Par contre, sur 10 ans, ils sont à peine 2%. Donc, il faut les trouver. Donc, en complément des gérants actifs, avoir accès à des ETF. Donc, si vous avez dans votre allocation des gérants actifs qui arrivent à battre leur indice, non pas sur une année, mais régulièrement, parce que l'important, c'est la stabilité de la performance, de la surperformance, eh bien, la récurrence, effectivement, bah, vous avez effectivement les ETF qui, au moins, vous permettent d'avoir les indices. Donc, c'est un point important. Et c'est un point d'autant plus important quand on parle de récurrence de performance. Là, on a regardé justement la consistance de la performance sur 2 années, 2019 pardon, et 2020. On a regardé le nombre de gérants Action Monde qui ont réussi à battre leur indice, l'indice MSCI World en 2019 et en 2020. Et on s'aperçoit qu'ils sont que 12%, pardon, ce qui est un ratio très faible. Donc effectivement, si j'avais un bon gérant actif sur les actions monde en 2019, c'est pas sûr qu'il ait été bon également en 2020. Donc c'est un point à avoir en tête. Donc en complément des gérants actifs, avoir accès aux ETF, c'est très pertinent. Ça peut être pertinent en tous les cas. Les ETF en complément des titres vifs. Là aussi, vous êtes encore nombreux à utiliser des titres vifs dans votre PEA ou votre compte titre d'ailleurs, mais là aussi, un argument qui est favorable aux ETF, finalement, c'est l'accès pour des montants d'investissement beaucoup plus faibles aux ETF. Alors,
par exemple, la partie de gauche, c'est les actions du MSCI World. Donc, si je devais acheter une action de chacune des valeurs de l'indice MSCI World, je devrais débourser pas moins de 373 906 dollars. D'accord? Donc, déjà en dollars, j'ai un sujet de conversion. Et en plus, j'ai 373 000 dollars à débourser. Donc, c'est beaucoup d'argent. Alors, en plus de ça, si je voulais finalement acheter que du Amazon, donc déjà, ça ne serait pas forcément éligible à mon PEA. Et en plus, je devrais débourser au moins 3 470 dollars. C'est le cours au 31 août. Tandis que si je devais acheter un ETF MSCI World dans mon PEA, il ne faudrait que 24 euros. D'accord? Donc, vous voyez que au lieu d'acheter toutes les actions du MSCI World, déjà, ça me prendrait beaucoup de temps. Ensuite, ça me coûterait beaucoup d'argent parce que je devrais passer des ordres à chaque fois. Là, en plus, j'achèterais qu'une part de chacune des actions et en plus, le montant investi serait quand même conséquent. Avec l'ETF, en une transaction et pour 24 euros, j'ai accès à toutes les à toutes les actions du MSCI World. Pour revenir à mon histoire de versement progressif, par exemple, si la valeur du MSCI World, c'est PEA, c'est l'ETF que vous avez choisi, c'est 24 euros, eh bien, tous les mois, si vous voulez acheter qu'une part ou deux parts, par exemple, vous devriez verser tous les mois au moins 50 euros et passer votre ordre de 50 euros pour acheter deux parts de MSCI World. Maintenant, ouais. Si je peux juste rajouter une chose. L'avantage en plus, pour prendre exactement le même exemple, et ça répondra sûrement à la réponse de Ya, si on achetait une action de chaque action, donc une action de chaque action donc de l'indice MSCI World, non seulement il faudrait débourser 373 906 dollars, mais si jamais il y a une action qui venait de sortir de l'indice et une autre en rentrée, vous seriez obligé de revendre physiquement l'action qui sort. Et c'est vrai, il y a en général une action qui sort, mais comme ce sont des fonds indiciels, les gérants, ils vont tous venir au même moment. D'ailleurs, à la Bourse de Paris, il y a des fixings décalés, d'accord, à 17h40 en général, pour que les fonds indiciels puissent acheter la valeur qui rentre et sortir la valeur qui sort. Là, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est le gérant qui va lui-même sortir la valeur qui va sortir et mettre la nouvelle, puisque ça réplique l'indice. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire. Exactement. Et quand on prend l'exemple sur le CAC 40, bien là aussi, vous êtes nombreux à aimer les actions du CAC 40, soit parce que vous avez travaillé dans une de ces sociétés-là et on aime aussi les fleurons de l'économie française. Mais par exemple, pour acheter du LVMH, une action de LVMH, il me faudra débourser pas moins de 600 euros. Alors, on n'a peut-être pas 600 euros à mettre tous les mois sur du LVMH. Le prix de l'ETF CAC 40 au 31 août, c'était de 66 euros. Donc là, pareil, pour revenir à mon histoire de versement programmé, si j'avais envie d'acheter une part de CAC 40, d'ETF CAC 40 tous les mois, je devrais verser au moins 66 euros, peut-être 70 pour arrondir, c'est peut-être plus simple. Et là, selon la même logique de ce que je disais tout à l'heure sur le MSCI World, si je devais acheter qu'une seule part des actions du CAC 40, je devrais débourser pas moins de 5 700 euros pour acheter au moins une action et pour être totalement diversifié. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête. Pour résumer, alors là, je vois rapidement une question. Existe-t-il un ETF répliquant le CAC 40 GR? En fait, l'ETF, tous les ETF répliquent des indices dividendes réinvestis. Donc c'est un point très important et là aussi, on le verra tout à l'heure. Donc oui, nos ETF sont bien dividendes réinvestis. Et donc là, pour résumer, on a fait un petit tableau récapitulatif des différences entre ETF, titres vifs, fonds actifs. Alors encore une fois, il n'y a pas une méthodologie qui est meilleure que l'autre. Chacun fera son propre avis. Il y a peut-être des avantages, peut-être des inconvénients dans les uns et les autres. Mais en tous les cas, sur la partie ETF, on a cette capacité d'être plus diversifié, d'avoir accès à des indices internationaux dans le PEA et d'avoir des montants d'acquisition faibles pour investir en bourse. Alors justement, on a des questions sur les dividendes parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Les ETF permettent de profiter de la croissance des dividendes. Vous avez ici la performance de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis, la performance du CAC 40 dividendes non réinvestis. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de discours sur les records du CAC 40. Sauf qu'en réalité, le CAC 40 à 7000, ce n'est pas le CAC 40 qui intègre les dividendes.
Donc, ce n'est pas forcément très cohérent quand on regarde on veut regarder sa performance, parce que quand vous achetez un titre en direct, bah, vous percevez bien les dividendes dans votre compte et donc ça justifie bien une performance. Nous, on réplique que des indices dividendes réinvestis et quand on regarde les dividendes, le CAC 40 avec les dividendes, bah, en réalité, on a fait quand même une sacrée perf, une perf en tout cas intéressante depuis les années 2000. Maintenant, comment on voit la gestion des dividendes? Parce qu'il y a deux façons, un ETF a deux façons de gérer les dividendes. Soit il va les capitaliser, soit il va les distribuer. Capitaliser, vous allez le voir sur le nom de l'ETF, quand un ETF s'appelle ACC, ça veut dire qu'il est capitalise. Ça veut dire qu'il est réinvesti automatiquement au fur et à mesure des tombées. D'accord? À l'inverse, sur un ETF distribuant, donc DIST, il va s'appeler DIST, l'ETF distribue les dividendes en général 2 fois par an. D'accord? Donc là, c'est visible sur notre site internet en toute transparence. Vous pouvez même récupérer l'historique, soit vous nous le demandez ou vous pouvez le voir dans l'onglet performance de chacune des pages des produits. Et donc là, les dividendes sont versés 2 fois par an en général, hein, c'est 2 fois par an en général, sur votre compte espèce tout simplement. Maintenant, on va ouvrir un peu la carcasse alors, ok. On va ouvrir un peu la carcasse des ETF pour bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir qu'un ETF est complètement transparent et vous allez pouvoir voir à n'importe quel moment ce qu'il y a dans un ETF. Donc, on l'a dit, un ETF achète souvent les composants de l'indice. Donc là, c'est l'indice Eurostoxx 50, par exemple. Vous voyez que le total fait 5,52%, Sanofi 4,32, etc., etc. Bah, l'ETF, dans son actif, hein, l'ETF, c'est un fonds investi à son actif sur des actions ou des obligations pour des ETF obligataires. Bah, vous avez exactement les mêmes pondérations. Donc, un ETF qu'on qualifie de réplication directe, donc un ETF CAC 40 par exemple, va acheter, le gérant va acheter les mêmes composants tous les jours de l'indice. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réplication directe. En face, on a la réplication dite indirecte. Donc, comment ça marche un ETF qui achète, qui s'expose au MSCI World ou S&P 500 dans son PEA? Vous allez peut-être me dire que c'est quand même paradoxal. En réalité, c'est une simple innovation, une simple technique de gestion où, à gauche, vous avez la composition de l'actif du fonds, donc l'actif de l'ETF PEA par exemple S&P 500. Donc vous avez des valeurs, vous avez plus de 75% de valeurs qui sont éligibles au PEA. Donc l'actif, le fonds est bien investi sur les actions de la zone euro en partie. Et l'ETF va faire ce qu'on appelle un échange de performance avec une contrepartie pour obtenir la performance de l'indice américain. Donc ça veut dire que tous les jours, il va y avoir un échange de performance. Donc moi, gérant de l'ETF, je vais donner à ma contrepartie non pas les titres que vous voyez là, mais la performance des titres à une contrepartie qui va me donner la performance de l'indice S&P 500. Concrètement, tous les jours, je serai bien éligible au PEA parce que mon actif est bien tous les jours investi sur des actions de la zone euro, mais je vais être sensible aux performances de l'indice américain ou l'indice monde ou l'indice Nasdaq, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle la réplication indirecte. On réplique la performance de façon indirecte de l'indice, tout simplement. Et c'est pour ça que ces produits sont une véritable innovation, puisqu'ils, enfin à l'époque, hein, parce que ça fait depuis 2000 qu'on gère ce type de produit, mais c'est pour ça qu'on peut avoir des ETF, 100% de son PEA, pardon, investi sur des actions américaines, internationales en tous les cas. Alors, si je peux juste préciser un petit peu, c'est ce que vous entendez par réplication synthétique ou swap de performance, hein. C'est simplement des mots en anglais, mais c'est dans le jargon, on utilise ces mots-là. Voilà, là, il a traduit en français, c'est bien une réplication indirecte. Voilà, mais de toute façon, pour vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Le principal, c'est de s'exposer à l'indice que vous souhaitez.
Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si on devait acheter toutes les valeurs du MSCI World ou même de l'Eurostoxx 50, ça vous coûterait énormément en frais de bourse si vous deviez acheter toutes les valeurs, vous voyez, ou le Russell 2000, vous imaginez. Donc, alors que là, tout simplement, avec un seul ordre, un seul frais, c'est accessible à tout le monde et ça réplique, que ce soit physique ou synthétique, c'est pas grave, mais en fait, ça réplique l'indice que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez investir, en fait. Exactement. Alors c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de parler non pas de réplication synthétique, mais de réplication indirecte, même si les deux termes existent. Parce qu'en fait, synthétique fait souvent référence aux produits synthétiques qu'on a connus pendant la crise des subprimes, qui sont en réalité des produits dérivés. Et encore une fois, un ETF n'est pas un produit dérivé. Il utilise juste un échange de performance ou un swap de performance, mais ce qui n'en fait pas un produit dérivé. Alors, tac. Comment accroître son exposition au marché hors zone euro? Donc là, vous voyez, c'est tout le champ des possibles dans un PEA. Donc vous pouvez investir sur l'immobilier coté, le Nasdaq, le S&P 500, la thématique dividende, les émergents. On a de la thématique eau, par exemple. Et on peut même investir sur les obligations d'État qui ont un niveau de risque plus faible, SRRI 3. Donc tout ça, c'est un point important. Et on en a fini sur cette présentation où on a fait un tour assez complet sur la possibilité d'investir. Alors déjà, les bonnes méthodes pour investir en bourse, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à des nouveaux investisseurs. Vous avez compris, c'est diversification long terme et régulier. Vous avez, j'espère, compris comment investir tous les mois sur un ETF via votre compte bourse direct. Donc tout simplement, avec 1 ou 2 minutes par mois, il vous suffit de paramétrer un versement programmé vers votre compte bourse direct et de passer votre ordre du montant correspondant à la valeur de part de l'ETF. D'accord. Et ensuite, investir sur des ETF, soit totalement, soit en complément des titres vifs, soit en complément des fonds. Dans tous les cas, pour diversifier à l'international votre PEA et également pour investir de plus faibles montants, pour être plus diversifié, etc., etc. Alors, hop, 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 hop. Je vois, alors je remonte. Moi, j'ai pas les questions. Ok, alors je prends la main sur les questions. Tac, voilà, un slide qu'on nous a demandé sur la performance des marchés actions à l'international. Le rationnel. Alors, on a une question pertinente. Quel est le rationnel d'investir même mensuellement sur un marché action qui est sur un plus haut historique? Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, on ne sait pas si le marché va continuer à monter, continuer à baisser. Il va peut-être monter, il va peut-être baisser. Mais un des moyens de s'en prémunir, c'est d'investir justement tous les mois, puisque si le marché continue de monter, bah, vous ne serez pas off-market, donc vous ne serez pas non investi. Donc, au moins en investissant tous les mois, vous pourrez profiter de la performance des ETF, des marchés, des indices, pardon. Et si le marché baisse, eh ben, en investissant progressivement, vous profiterez de la baisse. Donc, alors, le pire des scénarios, c'est que si vous avez un horizon d'investissement de 10 ans et que le marché baisse pendant 10 ans, bah effectivement, à terme, dans les 10 prochaines années, vous allez ne faire que perdre de l'argent. Donc ça, après, c'est une conviction personnelle de votre part. Et donc voilà, donc c'est pourquoi donc l'intérêt d'investir mensuellement, c'est justement de se prémunir de ce risque de non-maîtrise des marchés financiers. Alors, pour compléter un tout petit peu, vous n'êtes pas, comme je dis à chaque formation, vous n'êtes pas obligé d'investir. Vous êtes individuel, ce n'est pas votre métier, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous dites le marché est très haut, ben, il suffit simplement d'attendre qu'il rebaisse. Il rebaissera bien à un moment. Les personnes se posaient exactement la même question ben, juste avant le Covid pour acheter LVMH, pour acheter Hermès, etc., etc. Et chaque fois, je disais, ben, attendez, de toute façon, ça sera bien un jour. Ça arrive. Après, ben, justement, profiter d'une baisse des marchés pour peut-être commencer à rentrer dans le marché. Bien évidemment, qu'on achète et que c'est tout en haut, ben voilà, on risque d'acheter au plus haut, pas historique, mais
Mais simplement profiter d'une baisse pour commencer à rentrer dedans. C'est ça qu'il faut faire. Il faut attendre un petit peu, peut-être. Et puis, ben, quand vous sentez que ben, ça y est, ça a bien baissé, ça a bien consolidé, eh ben, vous pouvez y aller. Et puis après, c'est vrai que les versements réguliers font faire que ben, vous allez accompagner le marché parce qu'historiquement, le marché monte. On avait des performances du CAC, même si elles ne sont pas celles du Nasdaq ou du Standard & Poor's 500. Bien évidemment, depuis 10 ans, les performances du marché sont très, très bonnes. Donc, voilà, il faut bien commencer à un moment. Si vous dites, ben, on est très haut, c'est vrai, eh bien, attendez un tout petit peu. Et une fois qu'il y aura eu ben, une baisse du marché, que ça peut être 10, 15, je ne sais pas combien de pourcents, dans ces cas-là, vous pouvez commencer à rentrer dedans, tout simplement. Alors, on a une question, plusieurs questions. Comment retrouver la gamme de ETF? Est-ce que nos ETF sont éligibles au PEA? Alors, en fait, toute notre, ouais, alors, toute notre gamme d'ETF PEA est éligible chez Bourse Direct. Alors, vous pouvez soit retrouver l'information sur le site Bourse Direct ou soit sur notre site internet, vous avez accès directement à notre gamme PEA. On a un onglet dédié au PEA. On peut vous envoyer la gamme si besoin. Pas de souci. Comment trouver les ETF, les caractéristiques performance? Bah, sur le site Bourse Direct directement en tapant le code ISIN, qui est le code de référence de l'ETF, ou pareil, sur notre site internet, vous avez toutes les informations disponibles, hein. Avec le code ISIN ou le nom, vous pouvez retrouver toutes les informations. Euh, Est-ce qu'il existe des fonds de fonds? Est-ce qu'il existe des fonds composés exclusivement d'ETF? Oui, on en a un d'ailleurs qui permet en fait de gérer l'allocation justement euh, et qui est normalement bientôt disponible sur Bourse Direct, mais vous pouvez nous solliciter là-dessus. Voilà, j'essaie de reprendre. Il y en a énormément de questions, donc je suis désolé. J'essaie de les reprendre progressivement. On n'a pas de thème crypto-monnaie chez Lictor. Tac, tac, tac. Oui, merci. Alors, pourquoi existe-t-il un ETF sur l'eau et pas sur des métaux, par exemple? C'est un choix de gestion. Il n'y a pas forcément de raison à cela. Euh, tac. Alors, pouvez-vous réexpliquer comment un ETF reste éligible au PEA tout en s'exposant au marché euro? Alors, sur ces questions-là, n'hésitez pas à nous appeler directement, envoyer notre hotline, on pourra vous répondre précisément. Ça sera plus simple. Est-ce que l'on a des frais réguliers sur des ETF? C'est une bonne question. En fait, il y a des frais lorsque vous achetez ou vous vendez, c'est les frais de courtage prélevés par Bourse Direct. Et ensuite, il y a des frais de gestion sur un ETF qui sont de l'ordre de 0,30, 0,40, on l'a vu, et en fait, qui sont prélevés tous les jours. Donc, vous ne faites pas un chèque à la fin de l'année, c'est prélevé dans la performance. Donc, dans la performance que vous allez avoir nette, elle est bien nette des frais de gestion. En fait, ils sont déduits tous les soirs dans le cours de clôture. On va lever les frais de gestion annuels. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions sur les ETF short et leverage. Ce n'était pas forcément le sujet aujourd'hui. On a fait exprès de ne pas l'évoquer. Je vous invite, pareil, on pourra le révoquer sur euh, une autre formation, mais nous, on organise chez Lictor des formations tous les premiers mercredis du mois où on évoque ces sujets-là de manière plus globale. Pardon. Donc voilà. On a une question, quels sont les ETF qui ne répliquent pas en synthétique? Donc, pareil, en fait, tous les ETF, lorsque vous verrez sur le nom d'un ETF DR, ça veut dire Direct Replication, ça veut dire réplication directe, ce sont bien les ETF qui répliquent en direct du coup. Mais là aussi, euh, on peut vous partager la liste. N'hésitez pas à nous faire un petit mail. Les, tac, tac, tac. Et voilà, j'ai essayé de répondre à un plus grand nombre de questions, mais il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des offres spéciales? Bourse Direct, ETF Lixor? Oui, en ce moment, on vous rembourse l'ordre le plus élevé chaque mois sur l'ETF MSCI World. Donc, vos frais de courtage sur l'ordre le plus élevé est remboursé chaque mois. Donc, si vous achetez pour 100 euros et pour 50 euros le même mois, on vous remboursera les frais de courtage de votre ordre de 100 euros. Et si vous le faites tous les mois, évidemment, on remboursera le frais de courtage du montant le plus élevé. Euh, hop. Alors,
Alors, je suis désolé, les questions arrivent au fur et à mesure. Est-ce aussi intéressant de faire du trading court terme avec des ETF qu'avec des titres vifs? Là, c'est complètement personnel, donc je n'ai pas personnellement d'avis dessus. C'est un choix personnel. Donc, difficile de vous répondre à cette question-là. Euh, Si vous déjà voulez faire du trading court terme sur l'indice CAC 40, ben, vous n'avez pas, entre guillemets, vous n'avez pas le choix, surtout sur un PEA. Le CAC 40, j'ai déjà expliqué en formation, c'est un indice qui cote toutes les 15 secondes. On ne peut pas ni l'acheter ni le vendre. On est obligé d'utiliser des produits spéciaux pour aller dessus. Dans le PEA, il n'y en a qu'un, ce sont les ETF, voilà, tout simplement. Après, sur un compte titre ordinaire, il y en a d'autres. Mais sur le PEA, il y a le CAC. Il y a le LVC avec le leverage, avec le x2, ça c'est la hausse. Il y a le SHC pour la baisse et le BX4 x2 à la baisse. Donc vous pouvez, oui, faire du trading sur l'indice CAC avec le CAC ou les autres. Il n'y a pas de problème. Alors, comment être averti des offres promotionnelles, entre guillemets, en vous abonnant aux newsletters ou sur le site dans offres spéciales, c'est visible. Euh, On envoie tous les mois une newsletter aux clients et aux prospects, donc ceux qui ne sont pas clients, avec les offres promotionnelles du mois. Voilà. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez appeler le service commercial et il vous guidera également. voilà. Et voilà, on a essayé de répondre à la majeure partie des questions. Voilà, vous avez nos mails, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a quelques questions un peu plus techniques. Alors, volontairement, je n'y répondrai pas tout de suite pour pas complexifier certaines questions techniques, parce que je vois qu'il y a des investisseurs qui sont bien calés. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou à nous appeler, là, encore une fois. On est complètement réactifs, mes équipes sont complètement réactives pour vous répondre. Et on vous répondra vraiment dans le détail de toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre là, soit parce que le sujet n'était pas forcément adapté, donc en l'occurrence, c'est le TF Short et Leverage, ou soit parce qu'elles sont peut-être un peu trop techniques et un peu trop spécifiques, pardon. Donc voilà. Pour moi, on est bon. La formation sera en replay, si je ne dis pas de bêtises. Elle sera disponible sur YouTube. Donc vous pouvez y reprendre connaissance. On vous l'enverra sans doute par mail. Et sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je réinsiste, n'hésitez pas à nous poser. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre, d'avoir pas répondu à toutes les questions, mais n'hésitez pas à nous contacter par email et on y répondra avec grand plaisir et de façon de façon la plus réactive possible. À très vite. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup déjà. Merci à tout le monde d'avoir pris du temps pour écouter ce webinaire donc, sur les ETF, l'XOR ETF. Merci Jérémy Merci à toi. d'être venu faire cette présentation. Donc n'hésitez pas à contacter l'XOR. Hein, et vous avez les coordonnées à l'écran. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à envoyer aussi un mail à formation@boursedirect.fr. Ça m'arrivera directement et je pourrai transmettre, bien évidemment, soit répondre directement, soit transmettre votre demande à Jérémy. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris du temps et puis je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et à très très bientôt. Voilà, au revoir.